Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Thomas Rodriguez, consultant RH, créateur de contenu aussi sur TikTok et qui a créé du coup Orion pour aider les marques à rayonner, pour recruter. Déjà, Thomas, comment tu vas? Salut, écoute, ça va très bien Alexis, merci et toi? Ouais, ça va très très bien. Très content qu'on parle d'un sujet RH. Moi, j'ai voilà, cette appétence sur le recrutement et comment faire en sorte que les entreprises arrivent à mieux recruter. Donc, on est clairement dans ce sujet aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Allez, c'est parti. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation parce que moi c'est un sujet qui me plaît aussi beaucoup, tout ce qui est parlé autour de la RH et notamment, du marketing, on va y venir. Donc moi j'ai 2 casquettes, je suis, effectivement consultant en marketing RH, donc c'est ça, ce que tu as dit, hein, j'aide les boîtes à rayonner, à véhiculer leur marque employeur, hein, pour, mieux recruter et surtout recruter des jeunes. On va en parler parce que c'est quelque chose dans lequel elles ont un peu de difficulté, aujourd'hui. Et de l'autre côté, en fait, je suis créateur de contenu sur TikTok, ça va faire 1 an et demi. Voilà, moi je véhicule des conseils en recherche d'emploi, je suis suivi aujourd'hui par 53 000 personnes. J'aurais jamais cru l'an dernier arriver à ce niveau-là, mais ça me fait toujours autant kiffer. Puis c'est des vidéos quotidiennes sur mon compte. Trop bien. En vrai, c'est trop trop cool. Là, l'idée aujourd'hui, ça va être de parler du coup d'influence RH. Donc, comment créer justement des campagnes d'influence RH pour mieux recruter. Déjà, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que l'influence RH? Ouais, on va commencer par là. C'est une bonne idée. Alors c'est un terme en fait qui est pas si vieux que ça. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était courant 2022 en fait. Et puis même moi, au départ, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en fait, quand on s'y penche un petit peu, la définition qu'on peut donner, c'est grosso modo, je suis une entreprise, je vais avoir des besoins en recrutement, je voudrais faire une campagne de recrutement. Je vais faire appel à des créateurs de contenu. Alors, je préfère dire ça qu'influenceur, parce que influenceur, c'est toujours un petit peu connoté. Là, on n'est pas là pour influencer forcément des candidats, on est là pour les convaincre. Donc, je préfère dire créateur de contenu. On va faire appel à des créateurs de contenu sur des thématiques métiers, sur des thématiques techniques. Alors, par exemple, le marketing, la communication, l'informatique, qui est une thématique qui est très en vogue chez les créateurs de contenu. On en va passer beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ces créateurs-là, ils passent leur journée en fait à alimenter leur audience, à vulgariser leurs thématiques, à en parler par ceux qui sont intéressés. Et donc, ils vont quand même avoir une certaine influence sur eux, parce que les gens qui les écoutent vont potentiellement se dire, je suis intéressé par ce qu'ils racontent. Et un jour, je ne sais pas si il y a un post qui est proposé en lien, je sais de quoi ça parle. J'ai peut-être plus envie d'y aller parce que je connais bien la thématique. Donc c'est ça l'influence RH, c'est on prend des créateurs de contenu pour concevoir avec eux des concepts autour de vidéos sur les réseaux sociaux qui sont diffusés pour faire de l'acquisition. Alors l'acquisition, là, c'est au sens normalement de business du terme, là, c'est l'acquisition de candidats pour en fait avoir donner de la visibilité à l'entreprise et convertir les gens qui nous écoutent en potentiels candidats. C'est ça l'objectif. Hmm. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. On fait beaucoup de parallèles entre effectivement le marketing et le recrutement, comment on peut mêler justement le marketing dans ces campagnes de recrutement et même pour améliorer sa marque employeur, etc. Toi, quelles sont un peu les choses, les synergies que tu vois et également les différences que tu peux voir entre justement marketing et RH? Ouais, c'est aussi une question intéressante parce qu'effectivement, on va dire ce qui chapeaute tout ça, c'est la notion de marketing RH. Ça date pas d'hier, même si en fait, on n'en parle pas encore énormément. C'est la fin des années 90 et ce truc-là, c'était une approche qui a été définie comme la nouvelle approche de la relation salarié et entreprise pour considérer les collaborateurs ou les candidats non pas comme juste des personnes, mais comme des clients. C'est pour ça qu'on met le terme marketing derrière et qu'il y a RH parce qu'on recrute. Ce truc-là,
En fait, il y a, là, je vais repartir sur les bases du marketing. On retrouve les mêmes piliers qu'on appelle les fameux 4 P, hein, du marketing mix. On va avoir le produit, sauf que là, le produit, bah, c'est le poste proposé par l'entreprise. Le prix, c'est pas le prix d'un produit, c'est la rémunération proposée. La place, c'est le moyen qu'on utilise pour diffuser l'annonce, bah, là, notamment les réseaux sociaux. Et la promotion, c'est quel outil est-ce qu'on utilise. Ça, c'est la marque employeur. Quel outil de communication on utilise. Donc, il y a des synergies. En fait, c'est l'influence RH, c'est connexe au marketing RH. Les objectifs, c'est les mêmes. C'est j'attire des candidats, je les recrute et je les fidélise après pour qu'ils restent chez moi. J'ai tendance à dire l'influence RH, ça va prendre un raccourci. C'est un petit peu pour moi le gross du marketing RH parce que on va prendre le raccourci, on va utiliser des gens qui ont déjà une communauté pour pouvoir passer le message plus vite et convertir plus vite des candidats plutôt que bah, d'aller un petit peu galérer par une approche de marketing classique qui va fonctionner. Attention, c'est comme dans le marketing traditionnel, mais qui va peut-être être plus loin fonctionner. Donc j'aime bien dire l'influence RH, c'est la partie grosse du marketing RH pour moi. Trop bien, ça me parle, totalement, vu ce qu'on met en place avec Gross Hiring. Est-ce que, tu as des exemples concrets qui te viennent en tête, justement de campagnes peut-être, qui ont été mises en place ou, d'actions justement d'influence RH que tu as vues, qui a marché ou qui peut inspirer justement les personnes qui nous écoutent? Ouais, alors il y en a plusieurs, Alexis, je vais te donner ça. Il y en a trois principales que j'ai retenues. En vrai, il y en a quand même eu pas mal. Et il faut savoir que c'est assez récent encore, hein, c'est-à-dire que celle auquel je pense, c'est du 2023. J'en ai vu sur 2022. Avant, j'en connais pas et je pense que vraiment, il n'y en a pas eu. Ou alors, on n'a pas assez communiqué dessus, peut-être au niveau des entreprises. C'est ça pour dire que c'est un sujet quand même qui, au moins en France, est plutôt récent. Et je pense que ça va faire que s'ouvrir. Et on va voir ça par la suite. Alors, il y en a trois auxquels je pense. Il faut préciser que c'est des campagnes de macro-influence, voire méga-influence. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'on a utilisé des créateurs de contenu qui ont fait des vidéos. C'est des créateurs qui ont une audience supérieure à 500 000 abonnés, en fait, à chaque fois. Sur les différents réseaux qu'ils ont utilisés pour faire la campagne, on va le voir. Les trois exemples intéressants que j'ai retenus, le premier, c'est Burger King qui s'est associé sur TikTok avec Maya Dorable, qui est quand même une créatrice qui est plutôt connue. Ça, c'était au printemps dernier, printemps 2023. Maya Dorable, je le disais, on peut la ranger dans la catégorie méga influence. C'est 600 000 abonnés, tu vois, sur YouTube, 600 000 sur TikTok et à peu près 1 million sur Instagram. Donc, ça commence Ouais, à ça être de commence la à être grosse solide. créatrice. Ouais, voilà, c'est quand même plutôt énorme. C'est une campagne qui a fait 1,4 million en termes de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, etc. Donc c'est quelque chose qui a a priori bien fonctionné. Je dis a priori parce que après je vais mettre des limites un petit peu dans la suite de ce que je vais raconter. Le deuxième qui s'est aussi fait cette année, c'est Sissi Mua, en fait l'influenceuse qui est un petit peu, alors elle c'est sur le sport, je crois, et le fitness, un petit peu la food aussi. Je sais qu'elle a fait des collabs au niveau de Pokawa, qui est une marque de poké, si je ne me trompe pas de nom. Alors elle a fait la Marine nationale sur YouTube. Alors ça va pas être les mêmes stats parce que bon c'est YouTube, mais tout de même presque 200 000 vues sur sa vidéo. Ce qui est quand même pour YouTube assez important. Et Sissi Mua, c'est une créatrice sur YouTube qui cumule 2 millions d'abonnés. Donc là, on est encore sur un niveau d'influence de créatrice qui est assez élevé. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle est venue, alors Maria Dorable, c'était la même chose, le concept c'était le même, c'est venir 24 heures dans une journée sur le métier. Donc, Burger King, c'était une campagne de recrutement d'alternants. On va venir 24 heures dans la peau d'un alternant, on la voyait faire des burgers, etc. C'était assez drôle. C'était sur le ton de l'humour et puis à la fin lui dire bon bah t'es pas retenu parce qu'en fait t'es trop nul. Voilà, c'était un peu humoristique. Et c'était à contrario, qu'est-ce qu'il faut faire pour être retenu? Faites pas comme elle. Voilà, c'est un peu ça le message. Sissimua, je trouve que c'était un peu différent. C'était vraiment un contenu un peu plus sérieux. Voilà, on est dans la marine, etc. C'est dur, etc. C'est physique, mais c'est quand même intéressant. Engagez-vous. Donc c'est une vidéo qui a quand même bien fonctionné aussi en termes de vues. Et le dernier qui je pense, alors c'est Laurie au calme, je ne sais pas si il est aussi connu que les deux autres. C'est quelqu'un qui est plutôt sur TikTok, qui a 2 millions en termes d'abonnés, donc qui est quand même un gros créateur. Lui, il fait, alors je le classe entre le lifestyle et un petit peu l'Asian lifestyle, tout ce qui est Japon, manga, Naruto, One Piece, etc. C'est un peu sa tasse de thé.
Et lui, il a fait cette année une campagne avec Célio, donc Célio, la marque de vêtements pour hommes, pour effectivement, parce qu'il recrutait à ce moment-là. Donc là, j'ai les stats un peu plus précises. Ça a été fait avec on en parlera peut-être après, une agence d'influence qui s'est occupée de la campagne. Là, c'est presque 700 000 vues sur la vidéo, mais surtout, ils ont pu mesurer, Célio, qui a eu plus de 10 000 clics sur leur site, en fait, suite à la campagne, ce qui est vraiment énorme. Et les stats que j'ai pas, tu vois, on va y venir après, pour les deux autres, ça, je ne sais pas. Ça a été fait par une agence, pardon, qui a fait une campagne d'influence qui s'appelle Skills, avec un Z à la fin. Et voilà, eux, ils ont pu mesurer le ROI un peu de ce truc-là. Ouais, putain, super intéressant. Et du coup, ouais, à chaque fois, ce sont des personnes, on va dire, ultra influentes, mais qui ont euh, un lien plus ou moins tu vois, avec la marque et qui vont rattacher soit un lien avec la marque, soit pas du tout, et qui ont une audience qui, par contre, parle à la marque, et qui vont du coup se mettre en situation, valoriser, on va dire, le travail du quotidien au sein de cette marque pour faire adhérer certaines personnes en disant, en rattachant en fait cette image-là, cette célébrité, en disant, bah voilà, si cette personne-là a fait ce partenariat-là et est raccord sur le sujet, ça veut dire que ça doit être un bon mot, ça doit être intéressant en tout cas, peut-être d'aller postuler. Voilà, alors là, je les classe un petit peu, ces trois-là, dans de l'influence RH quand même, parce que c'est ça l'objectif, c'est attirer, recruter, fidéliser. Si on reprend la définition un peu du début, le truc qui me chiffonne un peu, et c'est un peu la limite aussi, je pense, c'est que c'est pas des personnes qui vont faire du contenu sur les métiers, sur les métiers desquels on a parlé, en fait. Il y a une autre campagne à laquelle je pense, mais qui a pas fait le même nombre de vues, mais qui est quand même sur un créateur intéressant sur YouTube, c'est Micode. Je sais pas si ça te parle, mais c'est un créateur, voilà, qui fait du ethical hacking, qui parle beaucoup d'informatique, qui a même piégé en fait des escrocs au SMS là sur les campagnes un petit peu frauduleuses, qui avait infiltré un réseau, qui a fait une super vidéo là-dessus. Et lui, il a fait plusieurs collaborations, c'était notamment avec Pôle Emploi, pour justement promouvoir les métiers de l'informatique. Voilà. Et là, j'estime que c'est vraiment de l'influence RH, parce que on est sur un créateur qui, dans son contenu un peu quotidien, traite du sujet sur lequel voilà, la collab va être faite, c'est-à-dire l'informatique, recruter des informaticiens. Lui, il parle d'informatique. Là, dans les trois exemples que j'ai donnés, très clairement, on peut prendre Sissimua, voilà, qui était avec la marine. Sissimua, elle fait plutôt du lifestyle, en fait, du sport. Alors, on peut toujours le rattacher, se dire, ok, quand on va aller à l'armée, à la marine, il faut être sportif, donc il y a quand même un lien. Mais voilà, le lien un peu plus subtil, je trouve, à trouver. C'est de l'influence RH, mais un petit peu déguisé dans les exemples que j'ai donnés. C'est juste que je les ai donnés parce qu'ils sont. On voit qu'ils ont eu. Enfin, en termes de portée, c'était quand même assez phénoménal. Ouais. Ouais, effectivement, le lien est assez subtil et je me demande d'ailleurs, est-ce que tu as peut-être pas des exemples, mais je me demande si ça aussi, ça fait partie peut-être de l'influence RH encore plus rattachée, encore moins subtile, mais tu vois, d'avoir une entreprise où on a des personnes qui sont assez connues, je dis n'importe quoi, mais par exemple, Spendesk dans le growth, c'est Jérémy, tu vois, qu'on a en tête, un peu tous, et même, tu vois, on rattache beaucoup Spendesk Zendesk à Jérémy. Je me demandais si, par exemple, Jérémy mettait en place, tu vois, une campagne de recrutement en disant, bah voilà, le growth, l'avenir du growth, c'est ici, etc. C'est ici que ça se passe avec les équipes, etc. Est-ce que tu verrais ça comme de l'influence RH parce que cette personne est plus ou moins connue dans le milieu? Ou est-ce que c'est tout simplement une campagne, on va dire, traditionnelle d'entreprise en interne, tu vois, vu que c'est une personne de l'équipe qui fait sa campagne RH? Alors, je pense que c'est assez intéressant comme cas. Je verrais ça un petit peu, je le rattacherais plutôt à l'employé advocacy, moi. Je le mettrais dans ce terme-là, Ouais. parce que justement, tu l'as dit, on est en terme un petit peu, on est en interne. Influence RH, je mettrais ça plutôt dans la case où on va chercher quelqu'un externe, un créateur, pour créer du contenu pour soi, son entreprise ou sa marque. Là, c'est quand c'est en interne, c'est plutôt de l'employé advocacy. On fait parler les collaborateurs, voire les dirigeants sur l'entreprise, son activité, pour promouvoir ce qui se passe. Je sais pas moi, l'atmosphère du travail, le fait que dans les coulisses, c'est plutôt cool de travailler chez nous, comment ça se passe du matin jusqu'au soir. On pourrait faire un exemple, je sais pas, une journée dans ma peau de dirigeant chez telle entreprise, voilà, ou de collaborateur dans telle entreprise. Là, c'est plutôt interne, et c'est les collaborateurs qui prennent la parole. On va plutôt le ranger dans la gamme employé advocacy pour moi, tu vois, c'est comme ça que j'oppose un petit peu les deux. Hmm.
Ouais, je vois très bien. Et comment tu vois l'avenir du coup de l'influence RH? C'est quoi selon toi? Est-ce que tu penses que toutes les entreprises vont faire justement des collabs avec des influenceurs connus qui pourraient ramener du coup une audience qualifiée par rapport à leur contenu à l'entreprise et du coup montrer que c'est une bonne idée d'aller postuler dans cette boîte? Comment tu vois un peu l'avenir de tout ce contenu-là? Est-ce que tu penses que tout le monde va s'y mettre? Alors, justement, par rapport à ça, il y a et c'est là où un peu j'ai envie d'évoquer les limites. Je pense que ça va venir, mais mon sentiment, c'est que, la méga influence va pas continuer sur ce créneau et je vais m'expliquer. On l'a vu en fait, à chaque fois j'ai dit: «Bah tiens, on a fait 1,4 million de vues, sur la campagne Burger King maille adorable, on a fait presque 200 000 vues avec Sissimua, c'est très bien». Et il y a vraiment que le dernier où j'ai dit: «Tiens, on a fait 10 000 clics sur le site» et ça, c'est une info importante. Le souci que je trouve à faire, des campagnes avec des méga influenceurs qui sont pas totalement où le lien n'est pas direct par rapport à la thématique, c'est que d'un, on va avoir du mal à mesurer et en plus, est-ce qu'on va attirer une audience qualifiée? Est-ce que ça, on peut le dire? Bah, pour moi, pas forcément. L'avenir, pour moi, elle est plutôt ailleurs, c'est de continuer à faire de l'influence RH. Donc à la question, oui, je pense qu'on va, continuer à en faire. D'ailleurs, le DRH de Burger King, je discutais avec lui parce que j'étais sur le plateau de BFM Business, c'était au mois de juin, il venait de terminer la campagne et je lui ai demandé en off, bon, bah, très bien, est-ce que ça fonctionnait? Quelles sont les retombées? Il m'a dit, on ne sait pas trop, en fait, c'est difficile à mesurer. Et moi, ça allume un peu la bougie dans ma tête. Bah oui, est-ce que forcément Maya Adorable, c'était la personne un petit peu privilégiée pour faire ce type de collaboration? Pas forcément, parce qu'elle a une audience qui est énorme et le mot audience, il est important. Moi, l'avenir, je pense que ça va être de faire des campagnes avec des créateurs qui sont plutôt dans le micro-influence. Donc là, on entend par là des créateurs qui ont des communautés de moins de 100 000 abonnés, voire la nano-influence inférieure à 10 000. Je pense que ça, c'est ce qui va être poussé par la suite. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ces créateurs, ils ont souvent pas une audience, ils ont plutôt une communauté. C'est-à-dire que les gens qui parlent, ils ont des personnes qui les écoutent, qui sont très engagées, qui engagent sur leurs posts, sur leurs vidéos, qui font des commentaires, avec qui ils interagissent peut-être en message privé. Le problème, par exemple, de Maya Adorable avec 1 million d'abonnés sur Insta, ou si c'est mieux avec 2 millions d'abonnés sur YouTube, c'est que je ne sais pas comment elle va pouvoir aller parler à 2 millions de personnes tous les jours. C'est vraiment pas possible. Donc la proximité avec les gens qui l'écoutent, elle est quand même pas trop là. Et moi, j'ai le sentiment que c'est cette proximité qui va attirer les entreprises. On va prendre des créateurs qui parlent tous les jours du métier qu'on est en train d'essayer de promouvoir. Ils n'ont pas une très grosse audience, mais elle est vraiment énormément engagée. Ça va convaincre beaucoup plus facilement parce qu'on est sur une communauté, pas une audience. Je pense que c'est ça la grosse différence. Donc moi, je vois bien ça arriver. Je vois bien ça arriver et on verra ce que ça donne par la suite. Mais grosso modo, après, on va peut-être parler de ROI. Moi, je pense qu'il y aura un meilleur ROI sur ce type de campagne, en fait, avec ces créateurs-là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et je trouve qu'il y a une frontière assez subtile, effectivement, entre audience et communauté. Audience, c'est toutes les personnes qui vont voir le contenu, potentiellement aussi interagir avec le contenu. Communauté, c'est un groupe de personnes qui peuvent interagir entre eux. Et du coup, dès qu'ils peuvent interagir entre eux, interagir aussi avec le créateur de contenu ou la créatrice de contenu, en fait, ça te donne un engagement qui est beaucoup plus fort. Et aussi, comme tu disais, tu as une très belle proximité. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi, tu vois. J'y crois beaucoup à ce micro-influence, d'aller chercher beaucoup plus des créateurs très nichés, très spécifiques, qui sont experts dans un domaine et qui sont avec une communauté, même en vrai, ça pourrait être une audience, mais très qualifiée et très engagée. Et plus que effectivement alors, en gros, des gros influenceurs, ça peut être du gros buzz, c'est plus c'est peut-être, on va dire, du branding, de la marque employeur, tu vois, mais à grande échelle, mais peut-être pas assez focalisé sur la conversion, sur le ROI ou sur la qualité des candidats. En fait, effectivement, je pense que c'est ça aussi qu'il faut se demander parce que c'est très bien de faire des campagnes qui font beaucoup de vues. Un autre exemple qu'on aurait pu citer, c'était pas du partenariat rémunéré, je pense, mais c'était quand même, on va dire, de l'influence RH. Les exemples de l'armée, il y en a eu plusieurs. Le pionnier là-dessus, c'était il y a quelques années, c'était Thibaut InShape qui a passé des journées à l'armée. Thibaut InShape, on sait le créateur que c'est en France, je crois que c'est le numéro 2. Il est sur le point peut-être même de passer le numéro 1 en fait en termes d'audience sur 2024. Il n'y a pas longtemps, il y a eu aussi Pierre Cross et son équipe qui a fait aussi une journée à l'armée sur un ton un petit peu
humoristique. Ouais, bon, c'est un peu là pour s'amuser, c'était assez drôle et ça a pu peut-être susciter des vocations. Mais d'un, c'est difficile à mesurer. Et de deux, ils ont tellement une audience énorme que est-ce qu'on est sûr que le message il va passer aux bonnes personnes, quoi. Ça, c'est difficile à mesurer. Là où, effectivement, bah, c'est ce qu'on a dit, des créateurs qui sont plus petits, qui vont parler tous les jours d'un métier, des compétences attendues pour un métier, des compétences qu'il faut développer, eh ben, le message, il a quand même beaucoup plus de chances de passer. D'autant que un truc qui est intéressant aussi quand on fait une campagne, c'est quand même le taux d'engagement du créateur. On vérifie à chaque fois, on fait le ratio en fait entre le message qu'il fait versus le nombre de gens qu'il y a dans son audience, et on obtient un taux sur un gros créateur, on va être de l'ordre de 1%, ce qui en fait en marketing on dit est déjà bien, hein, le 1% de taux d'engagement, ça commence à être intéressant. Un créateur plutôt micro, il va pouvoir taper des taux à 3%, ce qui est quand même vraiment très très bon. Un nano-influenceur, il peut faire du 4% et plus en fait. Donc la question c'est de se dire, ok, je suis une entreprise, je veux recruter, bah, je sais pas, si j'ai une campagne, je veux recruter peut-être 50 personnes. Est-ce qu'il vaut mieux 50 personnes un peu, presque, j'ai envie de dire, entre guillemets, au hasard dans une communauté où il y a 2 millions de personnes et je sais pas sur qui je vais tomber, ou alors 50 personnes qui suivent les contenus de quelqu'un qui parle de mathématiques tous les jours et qui a 9000 abonnés. Tu vois, la question, elle se pose. Et je pense qu'en termes de ROI, c'est le deuxième qui va gagner. Alors, je pense que ça va pas se faire tout de suite parce que pour l'instant, les entreprises voient quand même l'aspect un petit peu quantitatif et se disent, je vais aller taper là où il y a du monde. C'est un petit peu, je pense, ce qui se passe. Donc, avant que ça se délie, ça va prendre un petit peu de temps. Mais peut-être qu'un jour, elles vont se dire, attends, il y a eu beaucoup de vues, mais est-ce que au niveau du ROI, j'y suis? Le problème pour l'instant, je pense, c'est qu'elle ne le mesure pas. Peut-être on va y venir, on va en parler après. Pour l'instant, elle ne le mesure pas vraiment, ce truc-là. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et justement, le ROI, selon toi, les choses importantes à traquer, les indicateurs, c'est quoi? Bah, du coup, je pense que je l'avais dit tout à l'heure, le taux de clic, c'est intéressant. Dans le cas de Hmm. Célio, ils l'ont fait. Alors là, je pense que c'est parce que on est avec Skills, qui est quand même une agence, voilà, qui fait des campagnes de recrutement, qui est un petit peu pionnière sur le sujet. Eux, ils ont eu quand même le bon goût de dire à chaque fois, on mesure des ROI. Donc là, il y a le taux de clic sur le site. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. On peut se dire, OK, est-ce que par exemple, si j'ai mis un call to action ou une redirection sur un formulaire, pour les candidats pour qu'ils déposent un CV ou ils remplissent des infos, quel est le taux de complétion de ce formulaire sur l'ensemble des clics qu'il y a eu? Est-ce que les gens sont allés jusqu'au bout? Combien j'ai reçu de CV à la fin? Est-ce que peut-être aussi après ça a débouché sur un entretien? Quel est le pourcentage de gens qui sont venus en entretien et à la fin, après l'entretien, combien de gens j'ai recruté, j'ai qualifié, j'ai dit ok, je les recrute parce que c'est des bons candidats. Et en fait, tu vois, bah, c'est les différentes strates un petit peu comme en marketing classique, c'est il y a le tunnel de conversion, mais à la fin, est-ce que j'ai vendu ou là, c'est le parallèle, est-ce que j'ai recruté? Et pour l'instant, je ne sais pas te donner, Alexis, d'exemples d'entreprises qui vont dire on va jusqu'au bout du tunnel. On regarde depuis le nombre de vues jusqu'à j'ai signé le candidat. Pour l'instant, ça, j'en connais pas. Et pour autant, bah, c'est un peu ça le nerf de la guerre, hein. Tu peux te dire, ça va me coûter un peu de sous. Faire une campagne d'influence, surtout avec des gros influenceurs, ça va coûter potentiellement très cher. Si je sais pas dire à la fin, j'ai recruté X candidats, je réponds à mes objectifs, c'est quand même un peu dommage, quoi. Donc, du coup, je pense que c'est ce travail-là qui va être fait. Le souci, c'est que pour l'instant, personne ne le fait parce que je pense que les outils, j'ai un exemple qui me vient en tête, j'en parlerai après, mais les outils sont pas encore forcément capés pour faire ça. Et ce qu'on a de très développé en termes d'outils dans le marketing pour suivre un tunnel de A à Z, on l'a pas encore fait en RH en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, ça me fait un peu penser à à la segmentation marketing et sales, tu vois, souvent Ouais, qu'on voit dans les entreprises, où le marketing ramène des leads et puis après, bah, les sales traitent les leads, mais on n'a pas le funnel complet de savoir bah, les leads touchés par le marketing, est-ce qu'ils ont généré tant de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que souvent, il y a de la friction à cet endroit-là et en fait, tu as la même chose du coup, marketing et recrutement. Et donc, tu as cette friction dans ton funnel. Ok, je vois très bien. Est-ce que imaginons que demain, tu es une entreprise et que tu as envie bah, de lancer une campagne d'influence RH. Ce ouais. serait quoi, selon toi, les étapes, tu vois, à mettre en place? Est-ce que bah, il faut bien définir, du coup, bah, j'imagine son poste, peut-être la personne qu'on va choisir, comment la choisir. Voilà. Est-ce que tu as en tête, par exemple, des étapes
que tu verrais lorsqu'on veut lancer une campagne d'influence RH? Ouais, pour moi, bah, je vais revenir par rapport à ce que j'ai dit. Initialement, moi, ce que je vérifierais, c'est le fit un petit peu entre la thématique que je vais pousser pour mon entreprise. Est-ce que je suis une entreprise qui recrute, par exemple, dans l'informatique? Et est-ce que c'est le type de contenu qu'adresse le créateur que je recherche? Et je pense que c'est indispensable parce que je vais me dire, s'il parle tous les jours de ce que je fais dans mon métier, il y a de bonnes chances que les gens qui suivent soient intéressés par cette thématique et que ce soit de potentiels candidats. Donc, je regarderai le fit entre ce que je veux promouvoir comme métier et ce que fait le créateur en termes de contenu. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je regarderai la taille de son audience parce que, effectivement, moi, je préférais prendre un créateur qui est un peu plus petit, qui est niché sur ma thématique, où je sais que le ROI pourra être le plus élevé possible. Et surtout parce qu'on va pas se mentir, ça a un coût. En fait, un créateur qui a une audience immense, il est beaucoup plus cher qu'un petit créateur. Ça, c'est assez logique parce que bah, le créateur vend son audience. Donc, vend un message à son audience. Donc, il y a une question de coût. Et après, quel est mon ROI en fait? Et ce que je pense les entreprises ne se posent pas assez. Je veux recruter 50 personnes, il faut que je sache mesurer à la fin si j'ai recruté 50 personnes. Alors on peut faire des KPI qui sont un petit peu intermédiaires. Je veux du trafic sur mon site, donc bah, un certain nombre de clics. Je veux un certain nombre de complétions de formulaires. Je veux un certain nombre de CV qui à la fin pop dans mon ATS. Mais in fine, voilà, je veux à la fin recruter tant de personnes. Voilà, et on peut mettre un petit peu des KPI qui sont dégressifs. Bah tiens, je veux beaucoup de clics, je veux quand même pas mal de complétion de formulaires et d'envoi de CV. Il y aura peut-être une déperdition, un peu moins d'entretien, mais je vais quand même essayer de donner un chiffre. Et à la fin, je veux closer tant de candidats. Bon, bah, c'est quand même à moi de le faire, le travail. Donc, ça dépend aussi de moi, entreprise, qui va faire l'entretien. Mais pour autant, si le candidat n'est pas assez qualifié à la base, bah, ça va, mon taux va décroître parce que je vais avoir quelqu'un d'entretien qui ne sait pas de quoi il parle et peut-être que ça ne va pas le faire. Donc, moi, je vérifierai ces choses-là. Donc, pour récapituler, on a est-ce que le créateur est bien dans mathématiques et il crée du contenu? Donc, le fit, en fait, entreprise et créateur. Le coût que ça va avoir, définir les métriques que je veux mesurer. Et puis de là, on peut quand même faire normalement une assez bonne campagne. Trop bien, tu nous as donné les clés pour avoir une belle campagne marketing RH et d'influence RH. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent pour clôturer l'épisode? Donc ça peut être un conseil sur les campagnes ou ça peut être sur l'entrepreneuriat, le marketing, le sales, ce que tu veux. Ouais, je vais donner, je pense, un petit peu, moi, ce que je pense, bah, terminer un petit peu sur l'avenir autour de l'influence RH. Un truc dont on n'a pas parlé et c'est parfait pour une ouverture. Je parlais tout à l'heure d'audience versus communauté. Je pense que le recrutement par le biais de l'influence RH va devenir de plus en plus communautaire. On va prendre aussi des créateurs qui vont avoir des communautés qui vont pouvoir distiller un message qui seront beaucoup plus proches. Par communauté, il y a un truc qui est en train d'exploser. C'est les créateurs qui arrivent à sortir un petit peu l'audience qu'ils ont sur les réseaux vers un canal beaucoup plus intimiste pour continuer à apporter de la valeur et pouvoir être plus proche et interagir avec. Donc on va voir par exemple le truc classique, c'est un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook. Mais ce qui est en train de monter et d'exploser, Alexis, pour 2024, c'est les groupes Discord. Groupe Discord, et je donne cet exemple parce que je pense qu'ils sont très malins. C'est le groupe Kudak qui vient de racheter une entreprise qui s'appelle Netcord pour l'intégrer dans leur agence. Netcord, c'est une boîte qui va permettre aux créateurs de monter des communautés Discord et de les monétiser. Et ça, je pense que c'est l'avenir parce que du coup, on va avoir à la fois une communauté qui est monétisée, des gens qui suivent les créateurs. Donc le créateur va pouvoir déjà avoir une contrepartie financière par rapport à son audience. Mais pour l'influence RH, pourquoi pas dire, maintenant que vous êtes une entreprise, moi je suis très proche de mon audience, on va faire non seulement des campagnes sur les réseaux sociaux, mais je veux aussi distiller vos annonces en fait d'emploi via ma communauté privée. Ça va avoir aussi un coût pour vous, mais je vais vous assurer un ROI maximal parce que je connais tout le monde dans cette communauté parce que c'est ma communauté privée. Et là, je pense que c'est ce qui va permettre d'exploser les scores quand on va faire une campagne d'influence RH. Pour moi, ça, c'est l'avenir et tout ce qui est Discord, à mon avis, c'est à suivre en 2024. Et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une idée qu'on avait justement de connecter l'ensemble des communautés, communautés slash influenceurs
avec justement des offres d'emploi d'entreprise et d'aller cibler et trouver les bonnes personnes. Ça, je pense qu'il y a un gros marché à aller chercher là-dessus. Donc, ultra intéressant et nous aussi, on y croit beaucoup au levier communautaire, beaucoup plus que la chasse, une demande qui va être plus compliquée. Donc voilà, c'est un levier qui va être intéressant. Trop bien. Merci à toi Thomas, c'était trop cool. Merci pour cet épisode. On peut te retrouver sur LinkedIn à fond. Et puis, on te dit à très vite. Yes, merci à toi Alexis. À plus tard. Salut Thomas. Ciao. Salut. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.